Michel Chevalet, j'ai envie de dire bienvenue chez vous. Bienvenue dans cette maison Europe 1. On va y revenir. Vous connaissez cette maison depuis toujours, quasiment 55. depuis les débuts de cette station. On vous retrouve régulièrement sur CNews. Vous étiez d'ailleurs encore il y a quelques minutes avec Thierry Cabane en plateau. C'est vrai que vous avez connu Europe 1 à ses tout débuts. On va y revenir. Mais tout d'abord, cette petite question. Où serez-vous tout à l'heure sur les coups de 19h, 20h, 21h? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Malheureusement, je ne serai pas dehors avec des lunettes. Je serai au studio avec Thierry Cabane parce qu'on va faire vivre l'événement en direct sur CNews. Mais vous aurez quand même évidemment des écrans. J'aurai les écrans, oui, bien sûr. Oui, c'est-à-dire que maintenant, avec tous les moyens de communication que l'on a, la NASA, l'ESA et les Espagnols, surtout, qui sont concernés directement par l'éclipse, vont nous envoyer un flot d'images continues, grosso modo de 19h à 21h. On va voir ce qu'elle a de différent de cette éclipse avec celle de 1999. C'était il n'y a pas si longtemps pour nous qui sommes assez âgés, Sébastien Bordenave. Merci de me mettre dans l'eau. Et ce qu'elle a de différente aussi par rapport... Là, on n'était pas né, en revanche, celle de 1961. Vous nous direz tout ça, Michel Chevalet. Mais il y a un sujet qui revient partout en ce moment, ce sont les fameuses lunettes. Les lunettes qui sont hors de prix. Je ne sais pas si vous en avez, Sébastien non, j'en ai Bordenave. pas. Puis en plus, apparemment, il y a des arnaques. C'est-à-dire qu'il y a des magazines où tenez vos lunettes et puis après, ils sont déconseillés. Donc, comment faire ? Comment faire, Michel Chevalet? Comment ça marche? Le problème, si vous voulez, c'est que c'est un événement, si vous voulez, médiatique. Parce que depuis la dernière 99, il y a eu maintenant l'explosion des réseaux dits sociaux. Moi, je dis souvent asociaux. Et donc, il y a un emballement médiatique que je n'avais pas connu. Il y en a eu en 99, mais pas à ce point. Internet en était assez balbutiement à l'époque. Encore moins en 61. Et qui dit emballement médiatique, dit business, commerce. Et puis, il y a les marchands du temple qui sont là, et donc il y a des faussaires. Et là, c'est très difficile pour les gens, pour le grand public, de faire la différence entre les bonnes et les mauvaises lunettes. Les bonnes sont forcément chères, parce que j'ai vu des prix dans les 40 euros. Elles ne devraient pas l'être, mais non. On avait dit que c'était 1,50 €. Mais là, il y a un emballement, et aussi par la rareté, qui fait, on fait la queue. Moi, j'ai vu ça. 2 heures d'attente, j'ai vu. Mais oui. À Paris, jusqu'à 2 heures d'attente pour avoir des lunettes. Bon, on va en parler. Quelles lunettes exactement choisir? Comment savoir si on a vraiment les bonnes lunettes? On aura le temps d'en parler, évidemment, avant 11 heures. Mais on va faire ce qu'on fait avec tous les invités chaque matin. Michel Chevalet, votre portrait sonore avec des extraits, des sons, des archives qui devraient faire écho à votre parcours, qui devraient vous parler. Tout d'abord, un extrait d'Europe 1. En 1955, malheureusement, ce n'est pas vous, Michel Chevalet, parce que nous n'avons plus, malheureusement, la bande, mais écoutez. Allô, Europe numéro 1, allô, Pierre Sabag. Eh bien voilà, c'est chose faite. La locomotive française CC 7107 vient de battre le record du monde en atteignant la vitesse de 320 km à l'heure, et même davantage. Enfin, la lecture de la bande enregistrée sur papier, du diagramme enregistré sur le parcours, donnera sous peu le résultat exact. Cet exploit extraordinaire a été réalisé au sud de Bordeaux, dans les Landes, entre Lamotte et Ichoux, sur l'une des plus grandes lignes droites du réseau de la SNCF. Michel Chevalet, c'est très émouvant parce que c'est l'un des tout premiers reportages d'Europe 1. On est en mars 1955. Voilà. Moi, j'étais adolescent, j'étais au lycée à ce moment-là, et l'habitude dans la famille, c'était, on écoutait, on avait que les grandes ondes. On a oublié ça, que les grandes ondes, et on écoutait, c'était Radio Luxembourg, ou c'était l'ORTF, on connaissait pas. Voilà. Et est apparu, au miracle, avec un émetteur en SAR. C'était plus en France, il n'y avait pas le droit de parce qu'on pouvait pas, bien sûr. Est apparu Europe numéro 1. Et avec un style nouveau. Pour nous, mais bien sûr. C'était un autre langage. Des reportages sur le terrain, comme celui-ci. Voilà. Parce qu'il y a aussi des appareils qui ont permis, c'est le Nagra. Exactement. C'est-à-dire d'avoir le petit magnétophone portable, alors que les autres étaient transportables. Michel, est-ce que c'était une révolution analogue à celle qu'on a connue avec les réseaux sociaux? Parce que pour la première fois, les Français pouvaient être informés presque en temps réel, c'est-à-dire qu'il y avait plein de reportages partout, dans Paris, en France, grâce à ces petits magnétophones, à tous ces journalistes européens qui allaient sur le terrain, ce qui ne se faisait pas beaucoup, il y avait des points infos plusieurs fois par jour. Vous l'avez également dans le domaine qui est mon domaine à moi, qui était celui de l'audiovisuel. Enfin, moi, j'ai connu les caméras film, et après, il y a eu les grosses caméras vidéo,
vidéo, avec des grosses cassettes, un gros magnétoscope qu'on portait autour du cou, et puis après la miniaturisation fait qu'aujourd'hui, maintenant je collabore à CNews, il y a des journalistes qui parlent qu'avec avec leur téléphone portable. Oui, bien sûr. Vous vous rendez compte, et avec des images de très bonne qualité. Ouais. Et maintenant, on va vous mettre le satellite, alors qu'aujourd'hui il y a des récepteurs satellites qui tiennent à peine dans la main. Bientôt, on va l'avoir, le téléphone, moyennant des sous, évidemment, mais le satellite dans son propre téléphone. Si on parle d'Europe 1 en 1955 avec cet extrait, c'est que vous avez participé à une émission qui s'appelait Europe Jeunesse, qui est l'ancêtre de Salut les copains. Mais bien sûr, c'était Guy Botassu et Pierre Sisser. Ils avaient lancé un appel à l'antenne. Moi, j'écoutais la radio, évidemment, Europe, et ils lançaient un appel. Eh bien, on cherche des candidats pour venir. On appelle ça pas des chroniqueurs aujourd'hui, pour venir. À 16 ans, donc. Vous avez 16 ans, 16 ans. Et vous voulez déjà faire de la radio. J'étais au lycée, oui, vous allez voir la suite. L'importance que ça a pris, j'ai failli pas faire ma carrière. Et donc, ils lancent un appel en disant, on cherche dans les domaines. Et à l'époque, on prend sa plume sergent majeur, on la trempe dans l'encrier. Monsieur, je viens d'écouter votre émission qui est très intéressante. Je me porte candidat pour venir participer à Europe Jeunesse. Je m'appelle Michel Chevalet, j'habite à la banlieue est de Paris, etc. Et à cette époque, on répondait au courrier. Aujourd'hui, on ne répond pas aux mails. Voyons. Ça va faire. Allons donc. Malheureusement, c'est la vérité. Ouais. Et là, une lettre arrive à la maison d'Europe numéro 1, papier en tête de E1, et puis voilà. Et oui, vous êtes convoqués, et on était un certain nombre, et j'étais, sélectionné, j'ai dû raconter quelques sottises, et leur dit que j'étais passionné par la technologie, par la technique, et on m'a dit, vous venez, et donc j'ai participé de temps à autre à Europe Jeunesse, avec Guy Botassu et Pierre Sisser. Incroyable. Et du coup, j'ai fait, dans la suite, des musicoramas. Alors ça, c'est quand même musicorama. Attendez, là, il y a un grand écart. Là, oui, il y a un grand écart. C'était la grande émission musicale lancée par Europe 1 un an plus tard, en 56. Vous allez nous raconter, parce que ça c'est intéressant vraiment, comment vous vous êtes retrouvés, vous à 16-17 ans, sur la scène de l'Olympia, à présenter des artistes, parce que effectivement, avec Sébastien Bordenave, on comprend pas très bien le lien entre venir faire une chronique à Europe Jeunesse en tant que jeune lycéen et se retrouver sur la scène de l'Olympia pour présenter cette émission très populaire à l'époque, qui a duré près de 20 ans, Musicorama. A tout de suite, le Club de l'été. 10h-13h, le Club de l'été. Julien Pichenet. Avec toute l'équipe, Sébastien Bordenave qui est avec moi et notre invité Michel Chevalet, à qui on demande comment ça marche. Comment ça marche tout à l'heure, l'éclipse, on va y revenir, mais votre portrait sonore pour l'instant avec ce nouvel extrait. Le formidable générique de Musicorama composé par Raymond Lefebvre. Je croyais que Michel Chevalet était meneuse de revue, je comprenais pas rien. Oui, on pourrait croire ça. Peut-être. Comment vous vous retrouvez donc en 56-57 à présenter un Musicorama? Par des relations au sein d'Europe. Il y avait une très jolie jeune fille qui participait à l'émission, dont son père était animateur, prestidigitateur. Et vient dans la discussion, il avait placé sa fille à Musicorama pour présenter, mais il ne voulait pas le faire en solo. Et donc, au cours d'une petite réunion, après, il disait, là, on allait déjà au bistrot à côté de rue François 1er, c'était la cantine. Et là, il m'a dit, dis donc Michel, ça te dirait pas que tu viennes avec ma fille présenter sur scène des Musicorama, passer les plats, en quelque sorte. Il y avait des humoristes, il y avait des chanteurs, des artistes, etc. Et des soirées à l'Olympia retransmises en direct sur Europe. Mais bien sûr, en direct. Vous vous souvenez qu'il y avait qui vous vous souvenez de la distribution ce soir-là, du casting de la soirée? Non, vaguement. Je sais qu'il y avait chanteurs d'opéra, il y a eu des humoristes, je me souviens plus. Voilà. Mais vous vous souvenez de la sensation sur scène quand vous... la trouille de ma vie. Non mais attendez, de voir une grande salle, on la voyait pas d'ailleurs, quand vous êtes sur la scène, vous voyez pas le public, heureusement d'ailleurs. Et puis d'avoir appris par cœur un peu le pédigré des gens, ce qu'ils ont fait, et puis jeter dans l'arène, voilà, et j'en ai fait plusieurs, des Musicorama. Est-ce qu'à 16, 17, 18 ans, vous saviez déjà que vous vouliez être journaliste scientifique, être celui qui explique comment ça marche en français? C'est venu, écoutez, il y a eu une logique dans ma vie. Il y a une logique. Bon, j'ai été passionné étant môme, parce que je suis né avec la guerre. Quand il y a eu la libération, j'ai vu arriver du matériel américain qu'on n'avait jamais vu avant.
les Jeeps, les GMC, les bulldozers, tout ça, ça n'existait pas. Enfin, c'est une révolution. Et ça a été l'époque des 30 Glorieuses où il fallait reconstruire le pays, c'est-à-dire les grands chantiers. Et moi, je rêvais d'être ingénieur, de bâtir, de construire, de faire des ponts, de refaire des chemins de fer, etc. C'était ça. Et donc, j'ai choisi au lycée d'avoir la filière technique. Et là, on m'a dit, mais non, c'est le moderne, l'être classique. C'était ça. C'était le most. J'ai dit, non, moi, je veux faire de la technique. Alors, on m'a dit, tu veux faire un CAP. Ben, c'est ça. Non, je veux être ingénieur. Et donc, j'ai pris la filière et j'ai fait les études pour être ingénieur. Voilà la filière. Et est arrivée la guerre d'Algérie. Et à l'époque, je commençais à écrire dans des journaux, dans des petites revues, notamment passionné par le matériel ferroviaire. C'est pour ça que je connais bien la SNCF. Et donc, j'écrivais dans Sciences et Avenir. C'est important pour la suite. Vous allez voir, avec pour François de Closet et Albert Ducrot, qui m'ont fait basculer, si vous voulez. Albert Ducrot, journaliste, bien sûr, Europe numéro 1, on va en reparler d'Albert Ducrot tout à l'heure. Et donc, il y a eu la guerre d'Algérie, et la guerre d'Algérie fait que vous partiez, si vous n'avez pas le sursis, c'est très, très, très difficile. J'avais 18 ans, j'avais mon bac, et là, je dis, ça y est, je pars en Algérie. Et donc, pour avoir le sursis, il fallait faire des études longues. Les études longues, c'était 4 cas. Médecin, pharmacien, une licence dite d'enseignement à Certal, qui avait été inventée pour ça, et puis un doctorat de physique. Donc je me suis présenté à la licence. À la licence, et l'éducation nationale m'a dit qu'est-ce que vous avez fait? J'ai un bac technique, prof de maths, ça vous irait? Authentique, sans formation pédagogique. Et je me suis retrouvé à une rentrée scolaire avec des maths dites modernes, jeté dans l'arène, à enseigner les mathématiques. Mais j'ai fait une licence de maths. Bah oui, il fallait que j'ai mon diplôme. On n'a que des anciens profs de maths. Il y a Bernard Ménez hier qui était à votre place. Je connais bien Bernard, bien sûr. Il a été prof de maths avant d'être comédien. Ça mène à tout, en fait. Et donc voilà. Et donc j'écrivais dans Sciences et Avenir. Et à la radio. Oui. Voilà. Et comme j'écrivais dans Sciences et Avenir, le patron de Sciences et Avenir, c'était François de Closet, qui était à la première chaîne de télé en noir et blanc. Et un jour, François me dit, écoute, il y a la deuxième chaîne qui vient de se créer. Tu devrais faire de la télévision, comme ça, il y aurait Sciences et Avenir qui. J'avais pensé. Et puis, les événements font qu'un jour, la porte s'est ouverte. Et voilà des décennies. Et j'ai mis le pied. Exactement, oui. Et je suis resté. Les deux pieds. Et c'est vrai que vous nous avez fait vivre des tas de grands événements qui ont marqué les esprits. À chaque fois qu'il y a une nouveauté, vous étiez là pour nous expliquer. Les tickets à bande magnétique dans le métro, le premier RER, vous étiez dedans. En 79, vous nous faites vivre le lancement de la nouvelle fusée européenne Ariane. En 81, vous êtes au décollage et à l'atterrissage de la première navette spatiale américaine. Columbia, j'en oublie. Il y a le percement du tunnel sous la Manche en direct. Exactement, ça justement, c'est notre prochain extrait. Bienvenue au Club Science. Il faut se protéger quand on fait une émission avec Michel Chevalet. Il faut absolument. Oui, bonjour Dorothée, ça c'est pour éviter que le ciel nous tombe sur la tête. Vous vous souvenez, la précédente émission, précédent Club Science, on avait parlé des fusées, on était dans l'espace. Eh bien cette fois-ci, on va aller sous terre, plutôt sous la mer, on va vous parler du tunnel sous la Manche. Alors. Ça, vous avez suivi ça pendant des années, le tunnel sous la Manche, avec Dorothée, dans le Club Dorothée. Là, c'est peut-être un autre public. Alors, c'est ça qui est formidable, c'est que vous parlez à tout le monde. C'est ça. Donc, j'ai intégré l'ORTF en fin 71. J'ai quitté mes élèves, 72. Je suis rentré à l'ORTF. Et il y a Pierre Sabag, donc, qui a été mon patron, et Jacqueline Joubert, qui est département jeunesse, c'est nouveau à la télévision. Et Jacqueline Joubert me dit, Michel, ça serait bien, on va faire une émission, un journal pour les jeunes. Et, oui, tout ça, c'est un grand bouillonnement. Et donc, je lui ai dit, oui, bonne idée. Donc, j'ai participé au journal, et elle m'a dit, maintenant, ça serait bien que tu fasses un magazine. Et je me suis retrouvé avec une émission qui s'appelle La Petite Science, parce que étant issu de l'enseignement... C'était nouveau à l'époque. Mais bien sûr, j'étais le pionnier à faire une émission d'1 quart d'heure dédié à la science et à la vulgarisation avec des enfants. Et avec des maquettes. Comme on n'avait pas d'ordinateur pour faire des animations, j'ai utilisé des maquettes. C'est un jeu, et ça a eu beaucoup de succès. C'est un petit peu l'ancêtre de C'est pas sorcier qui a marqué les esprits après. Qui ont pris ma relève après. Ce sont un peu mes enfants. Oui, et j'en suis très fier. Bien sûr. C'est ce qui fait de mieux. Ce qui est fou, c'est que vous avez inventé en fait la pédagogie, parce que en fait d'avoir des connaissances, c'est presque donné à tout le monde. La vulgarisation scientifique. Exactement. C'est un terme qui convient à ce que. Oui, mais c'est ça. On dit la vulgarisation, ça vient du mot vulgaire. Mais non, c'est pas du tout vulgaire. Au contraire, c'est de simplifier les choses pour les rendre, je voudrais dire,
compréhensible, digeste. C'est-à-dire, à chaque fois que j'aborde un problème nouveau, je dis, qu'est-ce que Madame Michu, comme on dit Zitrone, en face de moi, va connaître de ce dont je vais parler? Quel mot dois-je employer dont elle ne connaîtra pas la signification? Ah oui, pour parler aux spécialistes, voilà, il y a des revues scientifiques pour ça, évidemment. Et donc, on fait un travail, je me raconte moi-même mon histoire, ou à ma collaboratrice, je lui raconte, et elle me dit, non, j'ai rien compris. Bon, alors, on reprend. Mais oui, c'est ça. Et puis après, on se jette de... Formidable. Et autre extrait, tiens, j'en parlais, on est en 1977. Il est 14h17, nous nous trouvons dans une rame du RER tout à fait classique et nous allons en quelque sorte effectuer une grande première puisque nous quittons en ce moment la station de la Défense, c'est-à-dire située à l'ouest de Paris, et nous allons rallier Marne-la-Vallée, Mondet, c'est-à-dire diamétralement opposé, c'est-à-dire dans la banlieue est, c'est-à-dire près de 30 km que nous allons parcourir seulement en une demi-heure. C'est là la grande performance du RER. Alors aujourd'hui, ça nous paraît évidemment banal, le RER, mais à l'époque... Où était la révolution du RER? Eh ben, le RER, c'était qu'un gabarit ferroviaire, SNCF, c'est-à-dire des gros wagons, pouvait rentrer sous Paris. Alors que le métro avait été fait un gabarit réduit pour les problèmes de coût, mais surtout pour éviter que les Prussiens, après 70, envahissent Paris par les souterrains. Et voilà pourquoi le métro est plus petit. Et donc après, il y a eu une opposition. Alors c'est la France c'est des Bastilles, et il y avait la Bastille RATP qui dit non, les trains n'iront pas, c'est nous, le métro, c'est les portes de Paris. Et la SNCF qui disait, mais non, vous connaissez rien, nous, le transport de masse, les trains, c'est nous. Et donc on va pénétrer sous Paris. Et il a fallu une décision de Giscard d'Estaing pour imposer cela. Incroyable. On se couchera moins bête ce soir. Non, mais ça, je ne connaissais pas cette histoire. Michel Chevalet qui est avec nous dans le Club de l'été jusqu'à 11h. On va évidemment revenir sur cette éclipse. C'est ce soir, depuis le temps qu'on en parle de cette éclipse solaire. On en parlait déjà sur Europe 1 en 1961 de 2026. J'ai retrouvé d'ailleurs cette archive d'Albert Ducrot que je vous ferai écouter tout à l'heure.